vous présenter qu'une seule participante parce que l'autre s'est désisté. Donc, nous allons vous présenter, c'est Louisa Montesviller qui va présenter ses travaux de recherche et qui va nous permettre j'espère, de discuter par la suite. Alors, Louisa est diplômée en traduction et interprétation et elle est docteure en langue et en littérature française. Elle enseigne au département de Philologia Francesa de l'Université de Grenade, excusez-moi mon accent. Et ses dernières publications portent sur la créolisation linguistique ainsi que sur l'hétérolinguisme littéraire et sa traduction dans les œuvres de l'exil et de la migrance. Elle est membre du groupe de recherche HUM 733, de Philologia Francesa, de l'AFUE, l'Association des Franchesistas de la Universidad Española, et du réseau interuniversitaire en linguistique appliquée, EGRAPHELES, dont elle était responsable de 2017 à 2018. Depuis 2020, elle dirige un axe de recherche sur le multilinguisme et sur l'interculturalité dans l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères. Et aujourd'hui, sa présentation est intitulée « Écrire et traduire les voix migrantes de la communauté hispanique installée en France, les expressions du Fragnol et sa traduction dans Pas pleurer » de Lydie Salver. Je suis désolée pour mes petits problèmes de prononciation en espagnol. Louisa, si vous voulez commencer, c'est quand ça vous convient. Ok. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie de l'accueil chaleureux de la présentation. Pas de problème avec ces petits problèmes de prononciation. Moi, je les ai aussi en français, donc c'est encore pire. Alors, je veux présenter une communication qui s'intitule, vous l'avez très bien dit, écrire et traduire les voix migrantes de la communauté hispanique installée en France, les expressions du Fragnol et sa traduction dans le roman Pas pleurer de Lydie Salver. En fait, au début, j'avais inclus aussi un autre roman, mais lors de la préparation de mon intervention, je me suis rendu compte que me consacrer aux deux romans, ça pourrait la rendre un peu longue, peut-être pénible. Et j'ai préféré me concentrer sur Pas pleurer, qui est un ouvrage qui a eu plus de répercussions et qui de plus est originellement écrit en français, car Endaya, l'autre roman dont j'allais parler, pourrait peut-être poser des problèmes de compréhension aux personnes qui ne comprennent pas l'espagnol. Donc, je vais partager mon écran. Attendez un instant que je revienne ici. Voilà, voilà. Tac. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez maintenant l'écran? Oui, c'est super. Parfait. Ok, merci. Et normalement, j'ai combien de temps? Parce que je n'ai pas trop calculé. C'est comme vous voulez. Oui, dans la mesure où l'autre participant n'est pas là, en fait, on a un peu plus de temps. Donc, Ok, comme vous voulez. bon, je vais essayer de ne pas être trop ennuyeuse quand même. Alors, dans le but de rendre l'exposition aussi structurée que possible, je vais suivre le plan suivant, donc qui ira du plus général au plus particulier. Donc, tout d'abord, je vais présenter un très bref cadre conceptuel sur l'hétérolinguisme littéraire, dans la mesure où il s'agit de la problématique générale dans laquelle s'inscrit l'analyse. Après, je vais proposer une définition de fragnol littéraire que je distingue personnellement du fragnol tout court, une présentation de l'œuvre qui illustrera notre analyse, donc de Pas pleurer, de l'écrivaine française d'origine espagnole Lydie Salver, qui est fille d'exilés républicains, et c'est un ouvrage dont la publication et surtout l'obtention du concours en 2014 ont été entourées de polémiques. Et quelques exemples des stratégies employées par l'auteur pour rendre visible la langue des personnages migrants et exilés, et quelques idées préliminaires sur la stratégie de traduction et les techniques utilisées par les traducteurs à l'espagnol, Javier Albiñana, pour transposer ces fragnols littéraires.
Et là, j'ai dit quelques idées préliminaires parce que je suis en train de faire l'analyse, donc je n'ai pas encore tiré des conclusions définitives. Hein. Donc, et finalement, quelques réflexions en guise de conclusion. Alors, pour commencer, concernant le cadre général de l'hétérolinguisme littéraire hein, et ses implications pour le texte des fictions, il faut dire que la plupart des études sur le multilinguisme en général et sur le multilinguisme littéraire en particulier s'accordent à reconnaître que le multilinguisme au sein du texte littéraire n'est pas un phénomène récent et loin d'être une exception, peut être considéré comme une constante à travers une grande partie de l'histoire littéraire européenne. Déjà, dans la Grèce antique, il y a des exemples des langues et des dialectes autres que l'attique, notamment dans la comédie grecque, par exemple. Et Rainier Grootman a soutenu que au fil des siècles, la récolte, je cite, plutôt impressionnante même, des Goliards d'hier, qui entrelardaient leur poésie des vers latins aux chicanos d'aujourd'hui, qui passent de l'espagnol à l'américain, ou à un mélange de deux, Spanglish, la cohabitation des langues semble bien être une constante à la littérature. Ainsi, on a recensé au Moyen-Âge, à la Renaissance et au Baroque des formes de bilinguisme littéraire liées d'abord à l'utilisation de la langue vernaculaire et du latin, puis de diverses langues et du français, ce dernier étant considéré comme un signe de prestige culturel et intellectuel jusqu'au XIXe siècle. Mais malgré ces origines lointaines, sur lesquelles je ne veux pas revenir dans cette communication, et de la longue histoire, bien qu'irrégulière, de la coexistence des langues étrangères dans les textes littéraires, ce phénomène n'a attiré l'attention de la critique qu'à partir des années 60, et l'une des définitions pionnières du multilinguisme littéraire, c'est celle énoncée par Elbert en 1960. Je vous mets la citation ici. Et plus tard, presque 40 ans plus tard, en 1997, Rainier Grootman a introduit le terme hétérolinguisme littéraire, c'est lui que je vais utiliser de préférence, pour définir, je cite, la présence dans un texte des langues étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des variétés sociales, régionales ou chronologiques de la langue principale. Alors, le choix de ces termes, au détriment d'autres comme le plurilinguisme, le bilinguisme ou le polylinguisme de Balibar, met l'accent par les biais du préfixe hétéro sur l'altérité véhiculée par la coprésence plus ou moins explicite de plusieurs langues ou de variantes dans un même espace textuel. D'un point de vue méthodologique, ce terme souligne la prééminence du qualitatif sur le quantitatif, car il ne s'agit pas de quantifier les nombres des langues ou des variantes en contact, mais d'analyser leur signification en termes d'altérité, de représentation de voix minoritaires et de rapport de force entre les langues. En ce sens, l'hétérolinguisme littéraire constitue un défi à la conception hégémonique de la langue et résiste, comme Myriam Souchet l'a défendu, à la tentation d'homogénéiser la communauté linguistique. Deuxièmement, il permet de mettre en question la notion de langue standard et en tant que modèle idéalisé des langues et rend visibles les altérations linguistiques dans lesquelles les différents collectifs d'une communauté se sentent représentés, faisant apparaître la relation de pouvoir ou d'inégalité entre eux et leurs locuteurs. Troisièmement, il ouvre la porte à un imaginaire polyglotte qui nous invite à repenser un pacte de lecture dans lequel la compréhension totale du texte n'est pas garantie, du moins à première vue ou à première lecture, puisqu'il n'y a pas de langue originale unique dans sa variante standard, mais un amalgame fondateur des langues et des variantes. Dans ce sens, l'opacité et les zones d'ombre altèrent la lisibilité du texte et impliquent une attitude qui éloigne l'interlocuteur de la easy readability des venuti,
et la traduction d'une conception duale dans laquelle on transpose d'une langue source, conçue comme étant une langue monolangue, à une langue cible aussi monolangue. Et ceci a des effets directs sur la traduction, comme on verra plus tard. Alors, le mode que cet hétérolinguisme adopte dans les œuvres que nous étudions, ou dont Poppleret particulièrement, passe par ce que les auteurs ont appelé fragnole, un mot qui, en termes généreux, peut être défini comme la manière de parler d'une partie de la communauté migrante hispanophone établie en France ou dans tout autre territoire francophone dans lequel le français et l'espagnol sont intercalés et ou mélangés. Il s'agit donc davantage d'un code oral que d'un code écrit, et il a été étudié donc principalement dans une perspective sociolinguistique. Cependant, dans mon analyse, moi, j'ai utilisé l'expression fragnole littéraire afin de m'éloigner justement de cette approche sociolinguistique du phénomène et de la distinguer du fragnole conçu comme un code oral dans un contexte de discours naturel. Donc, en intégrant à ma définition l'idée de Myriam Souchet des mises en scène de la langue, le fragnole littéraire peut être défini, peut être défini comme une représentation stylisée ou poétisée, plus ou moins créative et libre de la parole de cette communauté migrante, dans laquelle les deux langues, donc soit la langue natale ou la langue d'origine et la langue d'accueil, sont mélangées sans qu'il y ait nécessairement une adaptation mimétique au modèle extralittéraire, c'est-à-dire au contexte naturel de parole. Alors, le fragnole littéraire est donc le produit de la médiation de l'auteur et a une composante esthétique et non scientifique ou empirique, qui n'a pas vraiment un effet, ou pas nécessairement un effet de réel ou une volonté de mimésis avec la réalité. Donc, il n'essaye pas d'imiter les usages réels. Quelles sont les motivations de l'emploi du fragnole ? Bon, il faut dire qu'elle varie, bien entendu, d'un œuvre à l'autre. Ça peut aller de la visibilité, donc de la visibilité et de la revendication politique et mémorielle de certains collectifs ou des groupes sociaux minoritaires ou minorisés à travers l'appropriation ou la subversion de la langue hégémonique, à la récréation, parfois exotique ou exotisante, d'usages linguistiques éloignés de la variété standard dans un but burlesque ou ironique. Souvent, c'est vrai qu'il y a différentes fonctions ou motivations qui coexistent dans une même œuvre, même si il y a souvent l'une qui l'emporte sur l'autre. Hein. Par exemple, dans le roman Poppleret, et je vais très brièvement résumer l'intrigue, l'auteur, donc Lydie Salver, raconte la vie de sa mère, Montse, qui est une républicaine, qui, après les soulèvements de l'été 1936, rejoint le mouvement libertaire et se retrouve en exil en France. L'histoire de Montse est entrelacée de références au récit Les grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos, une stratégie discursive avec laquelle l'auteur se permet de confronter le registre littéraire avec le fragnole idiolectal de sa génitrice, que l'auteur définit comme une langue mixte et transpyréenne, pleine d'incorrections, de barbarisme, de néologismes, de confusion. C'est très intéressant parce que c'est vraiment un fragnole idiolectal. Par contre, dans l'autre roman dont j'allais vous parler au début, donc Indaya, là, il y a une volonté d'imiter la réalité, un peu plus forte qu'ici, et c'est plutôt un fragnole qu'on pourrait dire sociolectal. Ici, par contre, c'est vraiment la manière de parler de sa mère.
Donc, ça ne répond pas du tout à une réalité du groupe d'exilés républicains espagnols installés en France. Donc, dans son cas, le choix du fregno littéraire, donc dans le cas de Lydie Salver, le choix du fregno littéraire dépasse les choix stylistiques pour assumer une double revendication politique sans renoncer pourtant à la composante ironique. Donc, d'une part, celui de rendre visible cette histoire des exilés républicains installés en France après la guerre civile espagnole à travers différentes formes d'appropriation linguistique qui vont de la simple interrogation sur le sens ou la prononciation de certains mots à l'incorporation volontaire des calques et d'emprunts de la langue d'origine dans la langue du pays d'accueil. Donc, par exemple, il y a un moment où la mère, pour imposer la prononciation à l'espagnol, décide de dire ver à la place de beurre. Donc, elle utilise le vœu, le vœu, pardon, labiodental à la place d'utiliser le be bilabial, car en Espagne, en espagnol péninsulaire, en fait, la différence est négligeable. Donc, c'est une manière d'appropriation, le fait de prononcer ce mot à l'espagnol, hein, comme celui-ci, il y en a d'autres exemples. Et donc, c'est une manière de s'approprier la langue en remettant en cause aussi une conception monolithique et monolingue. Et en ce sens, l'auteur Lydie Salver a affirmé que l'écriture en français a une dimension littéraire mais aussi politique, car la visibilité de la parole migrante poétise la langue française et lui donne des nouvelles significations. Et au titre d'anecdote, justement, on peut ajouter que lorsque le roman a remporté le prix Goncourt, que, comme je vous disais avant, et vous connaissez très bien, j'imagine, parce que vous êtes dans le contexte, plongé dans le contexte français, donc qui a été entouré de controverses, Bernard Pivot, qui était à l'époque le président de l'Académie Goncourt, a déclaré que c'était un livre au style original, mais a ajouté, je regrette, je le cite, qu'il y ait parfois trop d'espagnol. Et c'est alors l'auteur qui a répondu qu'il s'agissait d'un bras d'honneur à la langue dominante, donc une déclaration dans laquelle elle a exprimé son désir à travers la récréation littéraire de cette forme de discours, non seulement de se souvenir ou d'honorer sa mère et avec elle tous ses compatriotes de l'exode de la guerre civile, mais aussi de marquer l'asymétrie entre la langue de l'immigrant ou de l'exilé, donc cette sorte d'interlangue de Montse, avec un français normatif qui est celui de la fille de l'écrivaine qui est née et éduquée en France. Donc, elle joue tout le temps avec cette opposition de la langue de sa mère et aussi de l'embarras, de la honte de la langue de sa mère et de sa langue qui est un français, disons, normatif, donc d'une fille qui s'est éduquée déjà en France. Alors, donc, comment, sur le plan linguistique, comment cet hétérolinguisme littéraire émerge-t-il dans Peupléré? Bon, de manière générale, on trouve la présence explicite d'espagnol, donc par incorporation, par alternance codique des mots en espagnol. Donc, il y a du code switching, de code mixing aussi, incorporation des citations, des textes, des chansons, des références culturelles, intersexuelles. Donc, parfois, il y a vraiment des paragraphes, presque une demi-page en espagnol, hein, qui rend le texte pratiquement illisible pour un lecteur ou lectrice monolingue. Et il y a des emprunts aussi. Et on trouve aussi une présence implicite, donc généralement des interférences par analogie, donc de nature articulatoire ou phonétique, des interférences morphologiques, lexicosémantiques, donc des barbarismes, des faux amis, des emprunts, des calques, ou bien des interférences syntaxiques qui entraînent souvent des solécismes. Alors, on va voir quelques exemples.
Voilà. Alors, le premier texte, je lis. Ma grand-mère le remercie comme s'il la félicitait, mais moi, me dit ma mère, cette phrase me rend folle. Je la réceptionne comme une offense, comme une patada al culo, ma chérie. Une patada al culo qui me fait faire un salto de 10 mètres moi-même. Alors, on se retrouve dans la rue et je me mets à griter, parenthèse, moi, à crier. Donc là, on voit justement l'opposition entre ce français entre guillemets, incorrect de la mère et la volonté de l'écrivaine de dire, mais moi, je parle correctement parce que je suis née en France. Et j'ai la honte, d'une certaine manière, de la manière dont tu parles. Parce que ça, c'est la propre Salver, c'est Salver elle-même qui l'a reconnu hein, quand elle était petite. Et c'est quelque chose c'est un comportement assez généralisé parmi les enfants, ce qu'on appelle normalement le deuxième génération. Donc là, on a patada al culo ou faire un salto. Donc, c'est l'incorporation d'une colocation en espagnol, una patada al culo, par le biais d'une alternance codique intraphrastique qui se répète plus loin avec l'expression faire un salto, mais on peut constater qu'il y a une interférence par analogie, car en espagnol, on ne dit pas patada al culo, mais patada en el culo. Mais en français, c'est un coup de pied au cul. Donc, elle calque justement la préposition en français, mais utilise la colocation en espagnol. Voilà. Pour faire un salto, c'est un cas similaire. Donc, elle calque la colocation française faire un saut. Sauf que en espagnol, on ne dit pas hacer un salto, donc faire un saut, on dit donner un saut, dar un salto. Alors là encore, on voit l'influence, donc l'interférence du français, même dans la construction, dans cette construction mixte de français-espagnol. Après, on voit le calque de la préposition en espagnol en la rue. Normalement, vous diriez dans la rue, et nous on dit en la calle, donc ce procédé, cette adaptation morphologique du verbe griter, donc du verbe gritar, ça veut dire crier, qui est francisé par l'incorporation de la terminaison française du premier groupe ER, qui par ailleurs est suivi, comme on a vu, des parenthèses et de son emploi normatif précédé du pronom atone de la première personne moi, pour dire donc la narratrice ou pour indiquer comment devrait être utilisé de manière correcte, disons. Alors, cette stratégie, on la trouve ailleurs dans le texte, donc est assez récurrente ou commune. Donc, on voit aussi, par exemple, je me raccorde, parenthèse, moi, je me rappelle. Donc, et ça met encore en évidence ce sentiment général d'embarras de seconde génération face aux particularités du parler de leur génitaire allochtone ou non natif. Alors, un autre extrait, vous me dites si je dépasse un peu le temps parce que je peux peut-être aller un peu plus vite sur ces cas, ces descriptions. Donc, le deuxième extrait, José s'en va sans arrepentiment, dit ma mère. Donc, on voit toujours comment Lydie Salver met en évidence le moment où sa mère parle. Il n'a jamais pensé prendre des
la direction du village, il ne galope pas derrière le pouvoir et les vieux paysans s'équivoquent qui lui ont prêté l'intention de faire le cabot. Moi, je ne suis pas francophone, comme vous avez pu remarquer. Parfois, je me perds dans les subtilités, mais j'ai l'impression que cette phrase en particulier est assez incompréhensible. Je ne sais pas, on pourrait peut-être en discuter après, mais j'ai l'impression que même pour un francophone, c'est vraiment contre toute logique syntaxique. Mais à la différence de Diego, qui a, comme tu dirais, les dents longues et dont les palabres et les actes semblent servir un goal secret, José est un cœur pur. Ça existe, ma chérie, ne te ris pas. José est un caballero, si j'ose dire. Il aime régaler. Est-ce que régaler est français? Il s'est dédié à son rêve avec toute sa juventude et toute sa candeur. Et il s'est lancé comme un cheval fou dans un plan qui ne voulait rien d'autre qu'un monde beau. Ne te ris pas. Il y en avait beaucoup comme lui à l'époque. Les circonstances les permettaient sans doute, et ses plans, il a défendu sans calcul ni pensée arrière, je l'ai dit, sans l'ombrage d'un doute. Donc là, vous voyez encore l'incorporation de mots en espagnol, donc Gol, Caballero, Juventud, des adaptations morphologiques par chevauchement des morphèmes des deux langues. Donc, normalement, l'origine est souvent due à une attraction paronymique, mais qui aboutissent finalement à des barbarismes. Donc, c'est un repentiment qui est une sorte voilà, d'adaptation de arrepentimiento en espagnol, qui ça veut dire regret en français, prende, où elle prend encore le radical du verbe français et ajoute la terminaison du verbe coger, donc er aussi en espagnol. Penser à quelque chose, elle supprime la préposition ou l'emploi des termes dont l'utilisation ou les sens sont différents dans les deux langues. Donc, deux mots pratiquement des paronymes, mais qui ont un sens ou une fréquence d'emploi ou une utilisation complètement différente. Cas de s'équivoquer. Donc, nous, on utilise équivocarse tout le temps, de manière pronominale en plus, mais ce n'est pas le cas en français, qui est plutôt un terme vieux, littéraire, et qu'on utilise généralement dans sa forme non pronominale. Donc, on ne te rit pas, même chose, pronominalisation de verbale construite en calquant la formation espagnole, no te rías, ou des interférences aussi dans lesquelles une expression idiomatique est mal interprétée et qui provoque un changement sémantique involontaire. Donc, avoir les dents longues, vous me corrigez si je me trompe, ça veut dire en français être affamé, ou d'une manière un peu plus moins littérale, disons, c'est avoir de l'ambition. Par contre, poner los dientes largos, et c'est une construction différente, en espagnol, ça veut dire provoquer chez une personne un fort désir ou l'envie d'une certaine chose. Donc, finalement, là, il y a un décalage sémantique entre deux expressions qui se ressemblent un peu, mais qui n'ont vraiment rien à voir. Et puis finalement, on a cette adaptation encore d'unités phraséologiques et des expressions idiomatiques dans sans l'ombrage d'un doute. Donc, à la place d'utiliser sans l'ombre d'un doute, même si ombrage peut être considéré comme un hyponyme d'ombre dans certains contextes, mais ça aboutit à un solécisme par déformation de la composante phraséologique. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'influence d'espagnol. Alors, on trouve aussi d'autres stratégies, et je vais finir avec ça, qui permettent à l'auteur de superposer les deux langues sans que l'espagnol apparaisse ouvertement dans le texte. Non? C'est ce que Grootman appelle à l'état implicite de la suggestion. Et c'est particulièrement avec les différences phonétiques entre le français et l'espagnol. Et là, on a un dernier morceau, un dernier extrait. Diego est là qui me mire, qui me mange deux yeux, qui me relook, comme tu dirais. Et si je pose mes yeux sur lui, il détourne les siens comme pris la main dans la bourse. Donc, ici, on a tout d'abord les verbes mirer, donc, qui est donc un cas, on pourrait dire, d'étymologie populaire par attraction paronymique. Donc, voilà,
puisque en français, ça existe, la version transitive, donc c'est mirer, mais ça ne s'utilise dans le même sens que mirar en espagnol, ou mirarse, et qui est mirer et pratiquement en désuétude en français ou très cantonné au registre littéraire. Donc, qui a une définition même différente au sens du verbe en espagnol mirar, qu'en plus on l'utilise énormément. Donc, mirar, c'est regarder, on l'utilise avec la même fréquence d'emploi que le verbe regarder. Donc, elle utilise mirer comme calque du verbe mirar, sans plus. Donc, reluquer, elle dit reluquer. Donc, voilà, transcrit reluquer qui rend explicite cette difficulté articulatoire des hispanophones à prononcer la voyelle palatale fermée I, U, inexistante dans les systèmes phonologiques espagnols, et leur tendance à prononcer I ou OU, selon les cas. Donc, tout simplement, elle transcrit relooker parce que c'est plus facile à prononcer. Et puis finalement, il y a encore une confusion idiomatique avec l'amande à la bourse à la place de l'amande dans le sac. Voilà. Alors, je pourrais montrer d'autres exemples, mais je vais m'arrêter ici, faute de temps. Je vais présenter juste quelques réflexions préliminaires sur la traduction du roman. Mais avant, je voulais juste résumer très rapidement les différentes possibilités proposées par Grootman pour ou bien éradiquer, homogénéiser ou préserver l'hétérolinguisme littéraire. Alors, lui, Grootman, il nous parle de la non-traduction, donc l'omission tout simplement des passages hétérolingues. Et là, je suis en train vraiment de ne pas entrer dans les détails, hein, je fais ça vite. La restitution implicite des passages hétérolingues, et là, on a plusieurs choix. Donc, le mention de la langue étrangère à travers la langue principale ou la langue dominante ou la langue matrice. Donc, cela permet une représentation modérée de l'altérité puisque les langues étrangères ne sont pas représentées dans le texte et par conséquent, les degrés de lisibilité et de compréhension du texte est très large. Donc, ça, c'est la première manière de restituer implicitement ces passages, ou bien par les biais ou tout en exprimant des anomalies ou des écarts dans la langue principale, des natures syntaxiques, lexicosémantiques ou phonétiques, qui imitent les discours du locuteur non natif. Donc, la langue étrangère n'est pas représentée, disons, matériellement dans le texte. Et la restitution explicite des passages hétérolingues, qui est normalement rendue explicite par l'alternance des codes, la présence des emprunts, de noms propres, des expressions idiomatiques, etc. Donc, qui sont incorporés au texte, qui peuvent être balisés ou pas. Donc, qui peut être suivi des procédés interprétatifs, donc de paraphrases explicatives, de glosses intratextuelles, des traductions juxtaposées, des notes en bas de page, etc., pour assurer la compréhension du texte hétérolingue pour le lecteur, par les lecteurs monolingues. La restitution des passages hétérolingues peut être aussi laissée telle qu'elle. Donc, ce qui va entraîner une diminution de la compréhension du texte, voire inintelligibilité totale du texte, voilà, ou une traduction plus créative par la recherche d'équivalence au moyen d'adaptation, de transposition ou d'autres techniques de traduction. Donc là, on transmet vraiment cette altérité de manière beaucoup plus puissante. Alors, qu'est-ce que Javier Albiñana a fait dans sa traduction? Alors, c'est là où je suis rendue, où je suis en train de faire l'analyse. Alors, on va voir l'exemple du premier texte, du premier extrait, pardon. Donc, bon, tout d'abord, il faut dire qu'il catalanise les prénoms des protagonistes, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est vrai qu'il y a une partie de l'intrigue qui s'est
développe, qui a lieu en Catalogne, et puis il y a des personnages qui sont des Catalans, mais Lydie Salver, hein, elle les appelle avec le prénom castillan. Et les traducteurs, ils catalanisent directement. Donc, pour José, il dit Josep. Pour Jaime, il dit Jaume. Voilà. Donc, on voit, c'est arrepentiment qu'on avait vu précédemment, directement, il le neutralise. Prender la direction, même chose, tomar el camino. Donc, pratiquement, il neutralise tous ces anomalies qu'on avait vues dans les textes originaux. Il met du caractère gras aux mots qui apparaissent dans les textes originaux en espagnol, donc gol, caballero, plan, mais par contre, il n'y a pas des notes du traducteur, il n'y a pas des paratextes pour expliquer pourquoi ces mots sont en caractère gras. Et il y a pratiquement une neutralisation de tout ce qui est, ou bien une atténuation de tout ce qui est dans les textes originaux. Même si parfois, c'est vrai qu'il arrive par des... parce qu'il il brise la syntaxe, parce qu'il construit des phrases un peu bizarroïdes en espagnol, donc il arrive en fait à transmettre cet effet d'étrangeté du parler des Montse, de la mère de Lydie Salver. Donc, par exemple, dans l'expression avoir les dents longues, de laquelle on avait parlé précédemment, lui, il propose tout simplement tener los dientes largos, qu'en espagnol, en fait, ne veut rien dire. Donc, ça peut créer cet effet d'étrangeté justement chez les lecteurs espagnols parce que ça ne veut rien dire en espagnol, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un décalage, on n'arrive pas à identifier que c'est la manière particulière de parler des Montse. Au moins, pour l'instant, c'est mon point de vue par rapport à la traduction. Après, dans la pronominalisation aussi de ne te ris pas, il la neutralise aussi. Donc voilà. Alors. Dans le texte où il y avait l'explicitation de ces différences articulatoires, donc ce relooker ou ces différences d'emploi avec le verbe mirar, lui, il neutralise. Donc, Diego está ahí mirándome, donc c'est le gerondif de mirar, fijamente. Y si lo miro yo, vuelve los suyos como pillado con las manos en la masa. Et l'amende à la bourse, il ne fait aucune modification de l'expression en espagnol. En espagnol, on dit las manos en la masa. Donc là, il y a une neutralisation totale de ce fragnol présent dans les textes originaux. Ici, j'ai mis un autre exemple qu'on n'a pas vu avant pour illustrer justement une incohérence. Parce que dans les textes sources, elle dit, ça veut dire que je présenterai toutes les garanties d'une perfecte idiote et je ne résisterai jamais contre rien, que je ne causerai aucune moleste d'aucune sorte. Ça veut dire que donc Jaime me payera comment tu dis, des clopinettes et qu'en plus, il me faudra lui dire muchísimas gracias. Donc, il traduit, me payera, comment tu dis, des clopinettes. Et là, la mère qui parle parfaitement espagnol, elle dit, comment tu dirais, mais là, elle est en train de parler en espagnol, donc elle ne doit pas demander comment dire, comment utiliser cette expression. Elle connaît parfaitement cette expression. Donc là, on voit qu'il y a un problème en décalage, donc une incohérence
voilà, il aurait fallu résoudre autrement, si l'on veut. Hein. Moi, je n'ai pas des solutions pour l'instant, donc des alternatives à la traduction de Javier Arbiñana, mais c'est clair que Lydie Salver n'était pas très contente avec la traduction en espagnol, et c'est vrai qu'il y a des problèmes, hein, surtout, voilà, il peut avoir des problèmes sur le plan esthétique, sur le plan du choix, les stratégies de traduction, mais les incohérences ou les non-sens, etc., c'est plus grave. Bon, ici, il y avait d'autres exemples que je ne vais pas lire. Alors, attendez, parce que je viens de perdre. Bon, je vais juste finir avec quelques réflexions finales. Et nous pourrons discuter davantage si vous le souhaitez après. Donc, tout d'abord, les textes hétérolangues posent un nouveau paradigme dans lequel la langue source n'est ni unitaire ni homogène. C'est pourquoi le processus unilatéral des traductions est mis en question. Et Danty, par exemple, a dit, à l'épreuve de ces textes, les oppositions du type langue de départ, langue d'arrivée, originale, traduction, source, cible se trouvent fragilisées. D'autre part, traduire l'hétérolinguisme est un choix esthétique, mais aussi et surtout un choix politique, à mon avis, qui déstabilise la conception monolingue de la langue et rend visibles les minorités linguistiques. C'est une occasion aussi de mettre l'activité traductive à sa juste place. Je vous explique en fait pourquoi. Je pense, bon, par les recours, par exemple, au paratexte, qui pourrait récupérer un rôle de premier plan pour garantir la transmission de toutes ces subtilités qui apparaissent non traduites dans l'original. Je ne fais pas une défense, non, on ne dit pas une défense, ça c'est un calque. Ça ne veut pas dire que je défends dans tous les cas l'utilisation du paratexte. Mais c'est vrai que le traducteur ou les traductrices ont été pendant longtemps invisibilisés. Et là, c'est l'occasion justement, à partir de textes hétérolangues, de mettre en place des traductions annotées qui, en fait, sont en train de se multiplier aujourd'hui et qui est un fait très positif parce qu'à l'époque, il y a quelques années, en fait, tout traducteur qui utilisait une note en bas de page ou une note des traductions ou quoi que ce soit était considéré pratiquement comme un signe de manque de compétences. Et donc, toutes ces traductions annotées, moi, je pense que c'est intéressant parce qu'elles permettent d'éduquer et de sensibiliser aussi les personnes qui lisent en mettant l'accent sur les zones d'opacité et sur une lecture moins intelligible, toujours si la maison d'édition accepte, ça c'est un autre débat, et contre ce que Venuti a appelé cette easy readability. Non? Donc, le défi de la traduction du texte hétérolingue n'a pas à voir strictement avec les difficultés de la traduction elle-même, mais implique plutôt, de mon point de vue, une position personnelle et politique consistant à vouloir rendre visible l'altérité des voix migrantes, l'étrangeté qu'elles génèrent parfois et à rompre avec cette lisibilité facile de Benuti. En ce qui concerne la traduction de Pas pleurer en particulier, il est vrai que Javier Arbiñana essaie par moments de rendre cette étrangeté du parler de Montse dans le texte original, mais à mon avis, c'est insuffisant et il manque une stratégie claire. Mais c'est ça que je suis en train, en ce moment, d'analyser. Donc, la question reste de savoir aussi s'il s'agit d'un choix personnel ou d'une imposition éditoriale. Parce que, comme vous savez, il y a toujours les maisons d'édition qui sont derrière, qui ne veulent pas d'hétérolinguisme littéraire parce que ça vend moins. Alors, voilà, je pense que je vais rester ici. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit. Merci beaucoup, c'était très, très intéressant.
Je vais laisser la parole à ceux qui le souhaitent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit vous levez la main, soit vous passez par le chat. Dans tous les cas, voilà, on a un petit peu de temps pour discuter. Moi, j'aimerais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me poser une question déjà? Moi, j'ai une remarque. Je trouve ça très intéressant. Je suis pas du tout... comme vous avez pu voir avec mon accent incroyable, familiarisée avec l'espagnol, mais avec les passages que vous avez montrés, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, sans parler même du passage de la traduction du roman, en fait, nous, en tant que lecteurs français, on est obligé de traduire, en fait, tous ces passages-là de Franiol, on nous place, nous, lecteurs, dans l'opposition de traducteurs. Et le fait que le français et l'espagnol, ils aient en fait, une racine commune, le latin, on arrive, nous, même sans passer par des notes ou par des explications, d'aller voir un dictionnaire, on arrive à mettre en place des stratégies de compensation. Et je trouve que c'est je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire que là, même sans lire la traduction, je regardais, j'essayais de compenser, j'essayais de voir avec, par exemple, il y avait, je sais pas, c'était la Juventud, on pense à juvénile, ou palabre, forcément, palabras, palabre, c'est aussi quelque chose, mirar aussi. Voilà, on a plein de ressemblances parce qu'on a des racines communes, et donc, du coup, nous, on est passé en tant que traducteur, un lecteur, je trouve ça très intéressant. Et je me demande si c'est pas justement une stratégie de la part de l'auteur de faire en sorte que ce soit un petit peu difficile. Et puis, on se pose aussi des questions sur notre propre langue. Par exemple, quand il disait sur des expressions françaises qui sont mal utilisées, comme mettre... c'était quoi? C'était sans l'ombrage d'un doute, je trouve ça trop beau. Du coup, ça nous pose des questions, on se dit, mais alors c'est quoi déjà le vrai truc? Et je trouve ça très, très intéressant. Et je ne sais pas si le traducteur a pris ça en compte. Est-ce qu'il prend en compte un petit peu cet aspect un peu ludique du fait de ressemblance du français et de l'espagnol? Je ne sais pas. Ouais, moi voilà, c'est ce que en fait dans la citation que je lis avant de Lydie Salver, elle disait les voix migrantes poétisent la langue française, donc il y a un but politique et un but esthétique aussi, bien entendu, et il y a une motivation aussi ludique. Et j'ai l'impression pour l'instant qu'il n'arrive pas à vraiment, Javier Albiñana, à transmettre ces jeux linguistiques qui est présent dans l'original et qui est vraiment, c'est le motif, je pense, le plus important de l'ouvrage. Parce que finalement, sinon, elle pourrait raconter l'histoire de sa mère et puis c'est tout. Mais ce qui est le plus, ce qui caractérise le plus cet ouvrage, c'est l'utilisation du fragnol. Pour ça, sa traduction était un gros défi. Et voilà, et je pense qu'il a pas, c'est pourtant un bon traducteur, mais voilà, il a manqué un peu de génie peut-être. Dans le chat, il y a Sarah qui a dit que, je la cite, il pourrait être intéressant d'avoir une traduction à 4 mains d'une personne native de chaque langue pour ne pas perdre les nuances. Donc, ça pourrait être très intéressant. Ouais, tout à fait. Et de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre justement le lecteur hispanophone, en fait, dans le rôle d'un traducteur. Donc, comment, du coup, inverser, mais je sais pas. Ouais, même une traduction collective, par exemple, là, je commence bon, je vais initier en fait un projet des traductions collectives avec l'Université de Grenade. Je suis en train de regarder d'autres universités françaises, justement, et je trouve que ce type de texte, les faire à 4 mains ou bien plusieurs mains, mais toujours, c'est toujours une richesse. Hein. S'il y a des gens qui parlent des langues maternelles, disons français, espagnol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances. Moi, il faut que je regarde aussi parce que je me perds. Parfois, je ne sais pas, est-ce que ce mot, vraiment, on peut l'utiliser en français ou pas, à repentiment. La première fois où
je l'ai lu, j'étais pas sûre hein, en tant qu'hispanophone. Hein. J'étais pas sûre qu'il y avait une adaptation du mot. Donc, il y a des intuitions, mais après, voilà. Ça rend la lecture toujours plus difficile, voilà. Et plus des zones d'opacité et ça nous rend un peu des exilés dans la lecture. Donc, je trouve aussi que c'est très intéressant parce que tout à coup, on se perd dans la lecture. On arrive au livre, on arrive au roman, puis on se dit, on ne comprend pas très bien. Donc, il y a une identification avec le personnage par les biais de la langue qui est intéressant. Je voulais savoir, c'est la dernière question, après je laisse la parole aux autres. Il y a je trouve ça très intéressant, la notion d'altérité et le fait que ce soit la mère, la maman qui représente cette altérité linguistique. Est-ce que, je fais le lien avec la notion de femme comme l'autre, développée par Simone de Beauvoir, donc qui représente du coup tout ce qui est, en fait, tout ce qui n'est pas la masculinité, donc des formes d'altérité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'altérité chez ce personnage de mère qui passe pas juste par la langue, mais qui, en fait, on représente cette femme comme autre, mais pas forcément que par le biais de la langue. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a d'autres traces d'altérité ouais. dans la construction de son personnage et qui pourrait du coup être mis en rapport avec cette différence dans sa manière d'utiliser la langue, mais qui est aussi en fait présente dans son personnage de femme. Enfin, je sais pas si c'est clair. Je pense que j'ai compris, mais c'est-à-dire que déjà, elle est l'autre, à partir du moment où elle est exilée, elle est l'autre. Donc là, en tant qu'exilée, en tant qu'immigrante, il y a une autre forme d'altérité. Donc elle est l'autre par rapport aux Français, disons, de souche. Donc elle est l'autre aussi parce que c'est la perdante de la guerre civile. Donc c'est les républicains qui ont dû s'exiler. Donc elle est l'autre par rapport au régime officiel et illégal, d'ailleurs, qui s'est établi en Espagne, donc par un coup d'État. Donc là, elle était l'autre. Elle est l'autre aussi dans ces républicains. Il y en a eu les républicains qui se sont dit il faut rester pour lutter. Et il y a ceux qui ont décidé de partir. Donc, déjà, dans leur groupe d'appartenance politique, sociale, ceux qui partaient étaient aussi l'autre. Donc, il y a une autre forme d'altérité. Il y a toujours l'autre forme d'altérité de la femme, ça c'est sûr. Et je ne sais pas si je réponds à votre question. J'ai l'impression que vous demandiez en fait si autour de cette figure, de ce personnage, il y avait d'autres formes d'altérité à part l'altérité, disons, linguistique, proprement dite. C'est ça. Et est-ce que du coup, dans la traduction, le sens, cette altérité, cette autre forme d'altérité, est-ce que la traduction, elle le prend en compte, les autres formes d'altérité? C'est peut-être pas forcément évident à voir. Je ne sais pas comment on pourrait le voir dans la traduction. Ça, j'ai l'impression que c'est plutôt dans la lecture, parce que pas tout le monde va lire cette femme comme étant l'autre. Donc finalement, toute traduction est aussi complétée par le lecteur ou la lectrice. Et donc, je pense que c'est finalement une interprétation, mais qui n'est pas explicite chez les traducteurs dans ces cas-là. Donc, je pense. Ok, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Alors, je vois qu'il y a il y a un message. Merci. Alors, c'est de Jean-Philippe. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Je suis moi-même immigrant de seconde génération, mais d'une famille colombienne. Malgré notamment les différences notables entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol colombien, le colombianisme, j'ai pu ressentir un sentiment de familiarité avec la narratrice et de ses interactions avec sa mère, mais je ne pense pas aussi fort qu'un immigrant de seconde génération espagnole. Je me demandais, ne faudrait-il quand même pas parler de Fragnol au pluriel?
Ah oui, il me semble y avoir une diversité de voix minoritaires, de codes oraux et pourquoi pas de fragments littéraires. Hein, effectivement, donc une variété dans l'altérité en fait, même. Ouais, très intéressant, très pertinent en plus. Ouais. Donc, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bah, finalement, c'est un ensemble des variétés. Donc, le fragnol, c'est donc l'origine. Donc, l'idée, c'est que ça soit des hispanophones qui peuvent être de l'Amérique latine, de l'Espagne péninsulaire ou bien de l'Espagne insulaire, et bien et qu'ils soient établis dans un territoire francophone. Donc ça doit pas être non plus la France. Ça veut dire que ces interactions avec le français, tout dépendant des régions, vont être aussi différentes. Donc, le résultat est différent. Et alors, dans ces cas-là, oui, tout à fait, il faudrait peut-être parler, oui, ou d'un ensemble des variétés ou des fragnols au pluriel. Ouais. Ouais, tout à fait d'accord. Bonjour, je ne sais pas si je peux poser une question directement, Sophie. Oui, bien sûr. Même pas une question, mais pour vous remercier, Louisa, c'est vraiment passionnant. Et j'ai l'impression que les études sur l'alternance codique en littérature, en traduction, ont vraiment des beaux jours devant eux, parce qu'on est devant une problématique passionnante où on ne sait pas exactement quel est le lectorat visé. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit précédemment sur il y a différents lectorats, en fait. Il y a le lecteur monolingue qui n'aura pas accès à certaines parties du texte. Il y aura le lecteur bilingue qui, lui ou elle aussi navigue, comme vous disiez, dans cet entre-deux, et qui des fois se demande si l'expression se dit ou pas, est idiomatique ou pas. Et j'ai bien aimé ce qui a été dit précédemment par Jean-Philippe sur le lecteur bilingue va forcément avoir une identification plus ou moins forte avec le ou la narratrice. Donc, il y a vraiment beaucoup de facettes à ce sujet. Je trouve ça très, très intéressant. Voilà, pas vraiment de questions, mais du coup, un remerciement pour cette thématique. Merci beaucoup. Ouais, très intéressant aussi. Du public visé est vraiment central, j'ai l'impression, là, pour ça. Cette question de lecture et de traduction. Ouais, en fait, je sais pas, moi je me demandais si la plupart des gens qui sont ici présents ont lu le roman ou pas, parce que j'ai pas des données sur la réception du point de vue quantitatif, c'est-à-dire j'ai lu beaucoup d'articles des journaux, j'ai lu des anecdotes autour de l'obtention du prix Goncourt, parce que ça a été, comme je disais, très controversé, etc. Donc, j'ai parlé avec des gens, mais je n'ai pas vraiment des données sur la réception en France. J'ai l'impression que, que le sujet... Bon, d'un côté, il y a certains lecteurs qui sont un peu fatigués de la guerre civile espagnole. Il y en a d'autres qui continuent à être des passionnés de ce sujet. Et avec ces difficultés linguistiques, je ne sais pas exactement comment ça a été pris du point de vue des quantitatifs. Donc, s'il y a eu beaucoup de diffusion ou pas. Beaucoup de lecteurs francophones qui étaient satisfaits de leur lecture, même s'ils ne comprenaient pas tout. D'autres qui arrivent à utiliser des stratégies de compensation, quand vous disiez avant, pour deviner plus ou moins les sens du texte. Moi, j'ai pas lu ce livre-là, mais je sais pas. Peut-être que je me trompe. C'est peut-être moi qui veux le voir parce que moi-même, on baigne dans un milieu plurilinguistique à partir du moment où on étudie la traduction. Mais
j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de bilinguisme ou d'hétérolinguisme, comme vous disiez, dans les œuvres culturelles, et que c'est de moins en moins rare. Enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas une évolution. Moi, je le vois juste, je suis en train de regarder une série sur Netflix, c'est une série, c'est 1899, je ne sais pas si vous... Et je trouve ça incroyable, cette série, parce que justement, il y a plein de langues différentes. Il y a plein de langues différentes en fait dans la série. Ça se passe sur un bateau, et c'est un bateau qui, dans les années 1899, qui part de l'Europe pour aller aux États-Unis. Donc, il y a cette notion d'immigration de plein de pays européens. Et les personnages, ils se parlent en plusieurs langues et ne se comprennent pas. Et la série prend le parti pris de laisser cet hétérolinguisme et de faire que les personnages ne se comprennent pas, mais arrive à compenser. Et du coup, je trouve ça significatif, je pense, de cette volonté d'intégrer de plus en plus de bilinguisme dans notre culture. Non, mais c'est vrai que ça a été quand même fluctuant aussi. Ça a fluctué tout au long de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plus d'hétérolinguisme que l'on pense. Sauf qu'à un moment donné, avec cette idée du Volksgeist, donc une langue, un territoire, une littérature, donc du XVIIIe siècle, donc au XIXe siècle plutôt, donc cette idée romantique de l'écrivain et l'image la plus sublime du pays et de la littérature, le représentant de la littérature, donc, et de la langue du territoire, donc, et du terroir. Finalement, on a homogénéisé les littératures, hein, aussi avec la création des États-nations, etc. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup plus de mouvements entre les langues et beaucoup plus d'interactions dans les textes littéraires. On trouve beaucoup d'exemples. Et maintenant, avec la littérature transfrontalière, avec voilà, les chicanons aux États-Unis, donc ce Spanglish, le fragnol ou d'autres. Il y a aussi le portugnol, par exemple. Je ne sais pas, il y a beaucoup des variantes qui au tout début, ont été étudiés d'un point de vue sociolinguistique parce que c'était de l'oral, parce que écrire dans ces variantes, ne pas, on ne vend pas des livres comme ça. Donc, c'est très difficile du point de vue du marché éditorial. C'est pourquoi il faut, à mon avis, il faut l'introduire de plus en plus. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait des éditions bilingues. On avait sur une page, on avait le français, sur l'autre page, on avait l'allemand ou l'anglais, mais c'était très séparé en fait. Du coup, c'était pas le même rapport. C'était en fait deux langues séparées. Donc, on était toujours dans la différence. Et oui, il y a Anis qui cite le livre de Paulina Panasenko, Tenir sa langue, vraiment qui utilise le même genre de procédé. Alors, on peut penser à tenir sa langue. Je ne connais pas ce... Mais c'est avec le russe, hein, elle dit. Hein. Ouais, alors, je vais... Paulina, c'est-à-dire que... noter sa langue. Il y a eu des écrivains avant Lydie Salver, par exemple. Il y a eu d'autres écrivains qui se sont exilés ou qui ont accompagné leurs parents quand ils étaient petits après la guerre civile, hein, donc qui ont écrit, qui ont adopté le français comme langue d'écriture. Donc, par exemple, il y a Jorge Semprún, vous dites Sempran, je pense, Georges Sempran, Michel del Castillo, Adélaïde Blasquez, Agustín Gómez Arcos. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont partis dans les années juste à partir de 1936 et qui
ont incorporé aussi des mots, des extraits, des fragments en espagnol. Donc, il y a, c'est, comment ça s'appelle cet ouvrage de Georges Saint-Pran, bon, je l'ai là, où il utilise beaucoup d'espagnol. Par contre, eux, ils ne disaient pas qu'il écrivait, donc ils ne revendiquaient pas le fragnol comme forme d'écriture. Hein, parce que ce que eux, ils voulaient, le français était à l'époque pour eux surtout une langue de prestige, une langue intellectuelle, et ils voulaient pratiquement passer inaperçu dans la langue française. Donc, ils n'ont pas revendiqué cette idée du fragnol. Ce mélange, c'est sorte de démythification de l'erreur, il n'y a pas d'incorrection, il n'y a pas d'erreur, c'est juste des variations, des variétés de la langue, des transformations, des évolutions, des adaptations. Donc ça, c'est venu après. Adélaïde Blasquez, par exemple, j'ai rédigé ma thèse sur elle et elle utilise beaucoup d'espagnol. Et il y a un substrat culturel aussi très important. Mais par contre, elle ne revendiquait pas une écriture en fragnol. Elle ne faisait pas du code mixing. Donc, en fait, elle introduit des extraits, par exemple, de García Lorca. Elle introduit des culturem, calamares en su tinta. Je ne sais pas, des mots en espagnol, de la gastronomie, par exemple, des patronymes, des noms propres. Mais ce n'est pas ce mélange qu'emploie Lydie Salver. Mm. Je ne sais pas si je peux poser une question. Oui, oui, allez-y, bien sûr. D'accord. Je vous remercie pour la présentation qui était très intéressante. Juste rebondir sur ce qui est un truc qui était dit en haut par rapport à la traduction qui pourrait être fait par des personnes natives. Effectivement, il y a quelque chose qui se fait déjà en traduction audiovisuelle qui est appelé le fansubbing, où les œuvres sources sont transmises au public auquel les œuvres sont destinées, donc à plusieurs personnes qui traduisent déjà. Et voilà, et après, on fait juste une relecture derrière pour pouvoir faire une comparaison et choisir les meilleures traductions. Bon, voilà aussi, ça pourrait aussi être aussi une stratégie, bon, je peux le dire. Et ma question, en fait, était de savoir est-ce que c'est possible de faire cette traduction des termes et d'éviter l'étrangeté? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, donc de traduire, donc de choisir de traduire l'hétérolinguisme, mais d'éviter. L'étrangeté, est-ce possible? Mais parce que on débute, je ne sais pas, hein, je peux penser à cette question, mais j'ai l'impression que justement, on débute de l'hétérolinguisme et de créer cette étrangeté dans les textes traduits. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou si Oui, j'arrive. vous l'avez bien compris, mais bon, c'est une question aussi qui m'est venue aussi parce que quand vous étiez en train de présenter, vous avez parlé de l'étrangeté qui était présente dans les quelques passages que vous avez cités. Donc, ça m'est venu en tête comme ça. Donc, Mais pourquoi on voudrait, par exemple, éviter cette étrangeté? Quel serait l'objectif? Donc, s'il existe dans les textes originaux cette étrangeté, quel serait l'objectif de la neutraliser dans les textes cibles? alors, si elle existe, je me dis, si dans le texte cible, cette étrangeté, il n'y a pas vraiment les ressources linguistiques ou tout ce qui est
idiome, voilà, pour pouvoir le concevoir, enfin, bien le représenter. Donc, je me disais, est-ce que c'est possible de pouvoir l'éviter? Peut-être il y a des questions économiques. Enfin, il y a, enfin, pas l'étrangeté, mais c'est-à-dire que ça, vous en avez parlé, vous l'avez dit au début, il y a cette volonté aussi enfin, il y a la politique des maisons d'édition qui, eux, ont pour objectif d'avoir le plus de lectorat possible et que la notion d'étrangeté, par le biais de la traduction, elle peut gêner un petit peu. J'imagine qu'il y a peut-être cette philosophie de rendre le texte le plus familier possible pour justement faciliter en fait l'accès. Je ne sais pas, c'est une question un peu économique ou politique. Ouais, mais dans ces cas-là, normalement, ce qu'on va faire, c'est neutraliser l'hétérolinguisme. Yeah. Ouais. On le voit en traduction audiovisuelle. En traduction audiovisuelle, ils ont pour objectif enfin, alors en général, mais d'essayer de rendre les textes, en tout cas la fiction, la plus accessible possible, même si dans le texte source, le texte d'origine, il y a cette étrangeté. Moi, je le vois dans des séries où il y a du bilinguisme déjà. Donc, moi, j'ai travaillé sur Ugly Betty ou des choses comme ça, où il y a beaucoup de Spanglish qui rentre dans les dialogues, mais même dans la cinématographie, des choses comme ça. Et dans la version française, tout est fait pour enlever cet hétérolinguisme, cette interculturalité, parce que justement, c'est diffusé sur TF1, que TF1, c'est une chaîne qui a pour but de toucher un très large public à une certaine heure, donc il faut faire de l'audimat, et donc du coup l'étrangeté, ça empêche un peu le processus d'identification et donc le fait que la série elle ait du succès ou pas. Et du coup, dans la traduction audiovisuelle de Ugly Betty, tout ce qui est Spanglish, ça s'en va, c'est complètement effacé, et c'est clairement un but politique, quoi, enfin économique. Est-ce que ça c'est souvent le cas quand dans la traduction, enfin dans le cadre littéraire, dans les maisons d'édition que je connais pas, est-ce que quand il y a des œuvres qui mettent vraiment en avant l'hétérolinguisme, est-ce qu'on peut voir par le biais des traductions une forme de politique pour un peu enlever, enfin neutraliser, comme vous le disiez, et enfin, clairement pour des raisons économiques? Est-ce que c'est une tendance? Ouais. Est-ce que vous avez remarqué? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a des petites... Là, je suis en train justement aussi d'analyser un ouvrage qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez ou vous avez entendu parler, s'appelle Panza et Burro. C'est une écrivaine très très jeune des îles Canaries. Et en fait, elle utilise la manière de parler des enfants de ces villages des îles Canaries. Et donc, moi, j'étais très étonnée parce qu'il y a une traduction en français. Donc, c'est un ouvrage, bon, il n'est pas si récent que ça, mais c'est un roman de 2020. Première édition 2020. Ouais, donc ça passe vite. Mais il y a une traduction en français qui s'intitule « La sœur que j'ai toujours voulu ». Panza de burro, le titre original, en fait, c'est la panza de burro aux îles Canaries, c'est des nuages, c'est comme la grisaille. Vous dites ça, hein, la grisaille, c'est comme des nuages qui se posent donc comme en plafond. Ça circule pas, rien, tout est gris, tout est lourd. Ça, c'est la panza de burro dans une partie des îles Canaries. Donc, c'est le titre. Et puis, la traduction, la sœur que j'ai toujours voulu. Donc, je suis très curieuse. Donc, je suis en train de commencer à regarder comment la traduction a été faite. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait une sorte de fidélité à l'hétérolinguisme littéraire de l'original parce que ce sont de petites maisons d'édition. Généralement,
alternatifs et qui mettent, donc en fait, il y a une introduction où la femme, la dame qui tient cette maison d'édition qui présente l'ouvrage. Donc, il y a tout un appareil paratextuel aussi pour bien comprendre, etc. Mais par contre, dans les maisons d'édition plus célèbres, plus prestigieuses, plus importantes, en général, il y a une tendance à la neutralisation. Et Pas pleurer a été publié chez Seuil, donc et puis en Espagne par Anagrama. Et Anagrama, c'est aussi voilà, bah, c'est un grand public. Et pour le grand public, il faut une lecture un peu facile. Ou un peu plus facile. Ouais. Et oui, c'était voilà, la Gravie, justement. Ouais. Ok, alors juste je lis ce que Agnès a écrit. J'ai eu l'occasion de lire le texte en français et je pense que le titre espagnol était probablement trop idiomatique pour l'édition française, peut-être. Et puis je pense que les titres aussi, les titres c'est vraiment des questions, enfin ça relève de l'ordre de l'éditeur. C'est pas en traduction littéraire, c'est pas l'éditeur qui choisit la traduction du titre. Dans les films, c'est ça. Quand on traduit les films, c'est jamais les équipes de traduction qui le traduisent, c'est toujours la maison, enfin la production qui choisit le titre. Parce que c'est la même chose. Je suis pas sûre pour le roman, mais je pense qu'il doit avoir, qu'ils doivent au moins considérer l'avis du traducteur. Hein. Je sais pas. Je suis pas sûre. Hein. Mais dans ces petites maisons d'édition, je pense qu'il devrait mettre ça en avance et donc qu'il devrait être un peu plus fidèle justement avec le titre original. Même si on avait laissé le même titre, Panza et Burro, moi je trouve que c'est vraiment très choquant en français. C'est même la prononciation, on a déjà la de Panza et Burro, donc deux sons que vous ne prononcez pas généralement. Donc, c'est très phonétique et je trouve que ça pourrait être... Et puis, ça éveillerait directement l'intérêt de savoir qu'est-ce que c'est que ça, Panza et Burro. C'est une chose très locale, c'est-à-dire moi, en tant qu'Andalouse, je ne suis pas obligée à savoir qu'est-ce que c'est Panza et Burro, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que nous, on utilise. Donc, ça éveille aussi la curiosité, moi, je trouve, et la connaissance de l'autre, du lecteur français, par exemple. Donc, je trouve que ils auraient pu laisser tout simplement Panza et Burro. Et vous auriez dit sûrement Panza de Burro, parce que c'est vraiment difficile à prononcer. Donc, Je me demande est-ce qu'on a un équivalent à peu près acceptable en français avec purée de pois, si on parle d'un nuage, mais on part sur d'autres aliments, alors ça doit changer d'ambiance. Purée des pois, vous dites? Purée de pois pour dire qu'il y a beaucoup de brouillard et qu'on ne peut pas voir devant soi. Et ça, c'est un localisme ou pas? Mais il me semble, je ne sais pas pour les autres francophones. Parce que Panza et Burro, c'est un localisme. Voilà. L'idée du garni. Moi, je connaissais pas purée de pois. C'est vrai? Et vous êtes donc moi, je suis du sud-ouest. Sud-ouest. Et Juliette, vous êtes de... Centre de la France. Du centre. Il faudrait voir s'il y a quelque chose là-dedans. Il me semblait que c'était assez répandu. C'est peut-être moi qui ne connais pas. C'est pas parce que je viens du sud-ouest, c'est peut-être parce que je connaissais pas cette expression, tout bêtement. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et même si l'expression, c'est vrai, est un localisme, dans ce cas, ça paraît pertinent de garder le titre original même, qui est étrange même pour un lecteur espagnol. Exactement. Ouais, moi, je trouve que ça aurait été une bonne stratégie, en fait, de laisser les titres tels quels. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions?
Et sinon, on peut conclure la séance, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres remarques. Alors, il y a Tiffane qui... Ah ouais, ça c'est un réseau de recherche. Ah, très intéressant. Oui, c'est nos collègues de Lille et de Nanterre qui ont monté un groupe de recherche l'année dernière. Je pense que c'est l'année dernière, sur le multilinguisme. Et donc, elles organisent régulièrement des séminaires, souvent en ligne aussi. Elles sont assez actives sur Twitter. Et puis, elles organisent un colloque fin mars pour les personnes qui sont à Paris. Le colloque aura lieu à Nanterre. Je pense que c'est les 30 et 31 mars. Ok. Je vais... J'y ai pensé comme, enfin, vous savez pas, l'hétérolinguisme, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, elle couvre quand même l'hétérolinguisme dans leur groupe de recherche sur le multilinguisme en traduction. Ok. Mm. Merci beaucoup. Et il y a peut-être il y a un autre commentaire aussi dans le chat, c'est ça? Ouais, la maison qui publie André Abreu, mais pas nécessairement. Voilà. Peut-être en Espagne, par contre, si c'est une... c'est juste c'est l'éditrice du roman qui a mis justement en avant l'édition, a voulu que ça passe cette manière de parler, que ça soit écrit tel quel, etc. Peut-être pas en France, donc à voir. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je pense que oui, on peut clôturer. Merci pour le copier-coller. On peut clôturer la séance. Donc, merci encore beaucoup, Louisa, pour toutes ces idées et puis ces pistes de réflexion et puis la discussion aussi. Tout était vraiment passionnant. Donc, notre prochaine séance. Et merci, Sophie, pour la modération. Merci beaucoup. Voilà, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Louisa. C'était passionnant. Enfin, moi, je ne connaissais pas l'espagnol, mais ça me donnait envie de lire le livre et puis de me poser aussi les questions sur la traduction sur ça. Très intéressant. Merci beaucoup. Beaucoup d'idées. Je suis sûre qu'on reparlera de l'alternance codique et de toutes ces thématiques dans des prochains séminaires parce que c'est vraiment une production littéraire vraiment Oui, active c'est sûr. sur le sujet. Donc, notre prochaine séance aura lieu dans un mois à peu près. C'est le 16 février, si je ne me trompe pas. Je vais juste vérifier pour ne pas dire de bêtises. Oui, c'est le 16 février, j'ai bien 16 vérifié. février, donc à 17h. Et c'est en anglais la prochaine fois. Et on aura donc 2 personnes. Et la séance est modérée par Claire Ellie, donc, qui fait partie de ce groupe de recherche sur le multilinguisme. Et donc, on aura une personne, donc Karine Bossard, qui va nous parler de Translating Heteroglossia in Contemporary Scottish Fiction. Et ensuite, on aura donc Enza De Franceschi, qui va présenter ses recherches autour des voix italiennes, Translating Southern Italian Voices at the National Theatre in London. Donc, nous espérons vous voir dans un mois, le 16 février. Et pour les personnes qui sont en thèse ou qui sont de jeunes chercheurs qui ont récemment terminé leur thèse, on organise également une journée d'études en mai. Et l'appel à communication est toujours ouvert. Et jusqu'au 30 janvier, vous pouvez envoyer vos propositions. Donc, il y a toutes les informations sur notre site. Donc, normalement, vous avez déjà le lien de notre site, comme vous avez pu vous inscrire à cette séance aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à aller voir, regarder l'appel à communication et le cas échéant, à l'envoyer à vos amis, à vos contacts. Si vous connaissez des personnes en thèse ou de jeunes chercheuses qui pourraient être intéressées par la journée d'études. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne journée en fonction du lieu où vous êtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée.